Anne de Breuil, les années d'ombre. L'enfance perdue. Dans les brumes de l'hiver normand de 1605, une enfant naît, sans que les cloches sonnent pour l'annoncer. Anne, car tel sera le seul prénom qu'elle gardera intact à travers les métamorphoses de sa vie, voit le jour dans une ferme délabrée des environs de Lisieux. Fille d'un homme qui n'était peut-être pas son père, et d'une femme qui mourra avant de lui avoir appris son nom de famille véritable. La petite grandit, sauvage, parmi les domestiques, nourrie de pain noir et d'histoires chuchotées. Sa beauté naissante contraste cruellement avec la rudesse de son environnement, ses cheveux d'or pâle accrochent la lumière des chandelles comme un défi au destin, et ses yeux, d'un bleu si profond qu'ils semblent parfois noirs, portent déjà cette intensité troublante qui marquera tous ses regards futurs. À 8 ans, elle sait mentir avec l'aisance d'une adulte. À 10 ans, elle a compris que sa beauté était une arme. Lorsque le maître de maison pose sur elle des regards trop appuyés, elle ne recule pas, elle observe, elle apprend, elle calcule. Car Anne de Breuil, même enfant, possède cette intelligence froide qui transforme chaque humiliation en leçon, chaque blessure en force. L'éveil de l'ambition. L'adolescence la trouve dans un couvent de Caen, non par vocation mais par nécessité. Une cousine éloignée, prise de remords tardifs, a accepté de payer sa pension, espérant peut-être racheter ainsi les péchés de la famille. Mais les murs sacrés ne sauraient contenir une nature comme la sienne. Anne apprend le latin avec une facilité déconcertante, maîtrise l'art de la broderie et de la musique, mais surtout, elle étudie les visages. Elle observe les religieuses dans leur petitesse, leur jalousie, leur faiblesse cachée. Elle découvre que même sous le voile, les femmes restent des femmes, avec leurs secrets et leurs désirs inavoués. C'est là, dans ce sanctuaire supposé de pureté, qu'elle rencontre pour la première fois celui qui deviendra son premier mari, un jeune noble en visite, charmé par cette pensionnaire aux manières déjà parfaites et au regard si troublant. Il s'appelle de Breuil, et ce nom résonne comme une promesse d'ascension sociale. Anne n'a que 15 ans, mais elle sait déjà reconnaître les opportunités. Le mariage se fait dans la discrétion. Non par pudeur, mais parce que les origines troubles de la mariée ne doivent pas ternir l'éclat du nom qu'elle va porter. Anne devient donc officiellement dame de Breuil, et avec ce titre, elle acquiert sa première identité véritable, celle qu'elle a choisie plutôt que subie. L'apprentissage de la manipulation. Les premiers mois de mariage révèlent à Anne l'étendue de sa naïveté. Son époux, qu'elle croyait faible et malléable, se révèle être un homme violent et soupçonneux. Mais plutôt que de se briser sous les coups et les humiliations, elle développe ses premières vraies techniques de survie. Elle apprend à lire les signes précurseurs de la colère masculine, à désamorcer la violence par la soumission feinte, à transformer la douleur en masque de résignation. Plus subtilement, elle découvre l'art de la suggestion, une phrase lâchée au bon moment, un regard appuyé, un silence éloquent. Elle commence à tisser autour de son mari un réseau invisible de petites influences, de manipulations si délicates qu'il les prend pour ses propres idées. C'est durant cette période qu'elle rencontre celui qui lui enseignera véritablement l'art de l'espionnage, un homme mystérieux, proche du cardinal de Richelieu, qui fréquente occasionnellement le château des Breuil. Il remarque l'intelligence de la jeune femme, sa capacité d'observation, son talent naturel pour la dissimulation. Leurs conversations, d'abord anodines, deviennent progressivement des leçons. Elle apprend les codes secrets, l'art de déchiffrer les correspondances, les techniques pour soutirer des informations sans en avoir l'air. Mais surtout, elle comprend que l'information est un pouvoir, et que ce pouvoir peut la libérer de toutes les chaînes. La première trahison. Le tournant de sa vie survient lors d'un hiver particulièrement rigoureux. Son mari, dans un accès de jalousie, la frappe plus violemment que d'habitude, lui laissant une marque au fer rouge sur l'épaule, cette fleur de lys qui restera à jamais gravée dans sa chair comme un rappel de sa condition première. Cette nuit-là, quelque chose se brise définitivement en Anne. Non pas son esprit, celui-ci reste intact, aiguisé même par la douleur, mais les derniers liens qui l'attachaient encore à une certaine idée de l'innocence. Elle décide que plus jamais elle ne subira. Plus jamais elle ne sera victime. Les semaines qui suivent voient naître la première vraie machination de celle qui deviendra Milady. Avec une patience diabolique, elle commence à empoisonner lentement son mari, utilisant ses connaissances en herboristerie acquises au couvent. Pas assez pour le tuer, pas encore, mais suffisamment pour le rendre malade, affaibli, dépendant. Parallèlement,
Elle séduit le médecin qui le soigne, puis son notaire, tissant autour du mourant un réseau d'hommes conquis par sa beauté et manipulés par son intelligence. Quand De Broglie rend enfin son dernier souffle, c'est dans les bras d'une épouse en apparence éplorée, qui hérite de ses biens sans que personne ne soupçonne le moindre crime. L'ascension vers les ténèbres. Veuve à 18 ans, riche et libre, Anne de Broglie aurait pu choisir une vie paisible. Mais la paix n'est pas dans sa nature. Elle a goûté au pouvoir de la manipulation, à l'ivresse du contrôle absolu sur autrui, et ses sensations sont devenues sa drogue. Elle s'installe à Paris, où sa fortune et sa beauté lui ouvrent les portes des salons les plus influents. Mais ce n'est pas la vie mondaine qui l'intéresse, c'est ce qui se cache derrière les apparences. Elle devient progressivement une figure incontournable des cercles où se trament les complots politiques, où s'échangent les secrets d'État. Ses amants se succèdent, choisis non par passion mais par calcul. Chacun lui apporte quelque chose, des informations, des contacts, une protection. Elle développe un art consommé de l'illusion amoureuse, faisant croire à chacun qu'il est unique, irremplaçable, alors que chacun n'est pour elle qu'un pion sur l'échiquier de ses ambitions. C'est à cette époque qu'elle rencontre pour la première fois le comte de Rochefort, l'homme de confiance de Richelieu. Leur relation, faite d'attraction et de méfiance réciproque, marquera profondément leur destin. Car si Anne a appris l'art de la manipulation, Rochefort maîtrise celui de la guerre politique à grande échelle. La naissance de Milady. L'identité de Milady naît véritablement lors d'une mission particulièrement délicate que lui confie l'entourage du cardinal. Il s'agit de séduire un diplomate étranger pour lui soutirer des informations cruciales sur les alliances européennes. Pour cette mission, elle doit endosser une nouvelle identité, se réinventer entièrement. C'est là qu'elle mesure pleinement l'étendue de son talent. Non seulement elle réussit sa mission avec un brio qui impressionne ses commanditaires, mais elle y prend un plaisir si intense qu'elle comprend avoir trouvé sa véritable vocation. Elle n'est plus seulement Anne de Broglie, veuve cupide et manipulatrice. Elle devient Milady, espionne de génie, femme aux 1000 visages. Les années qui suivent la voient perfectionner son article. Elle apprend une dizaine de langues, maîtrise l'escrime aussi bien que la danse, développe une résistance au poison qui lui sera souvent utile. Mais surtout, elle cultive cette aura de mystère et de danger qui fera d'elle une légende vivante. Ses crimes s'accumulent, mais toujours avec une élégance et une subtilité qui les rendent presque admirables. Elle ne tue jamais par colère, toujours par nécessité ou par plaisir esthétique. Car Milady a fait du mal un art, et de la trahison une philosophie. Ainsi, lorsqu'elle croisera pour la première fois le chemin des 3 mousquetaires, elle ne sera plus cet enfant abandonné des terres normandes. Elle sera devenue l'une des femmes les plus dangereuses d'Europe, belle comme le péché et mortelle comme la peste, portant en elle tous les secrets d'une ascension bâtie sur les ruines de sa propre innocence. Dans ses yeux brillera encore cette flamme née dans l'humiliation de l'enfance, mais transformée par les années en une lumière froide et impitoyable, celle d'une femme qui a fait du pouvoir sur autrui sa seule religion, et de la vengeance contre un monde qui l'a méprisé sa mission sacrée.